Bon ok, aujourd'hui je me suis fait plaisir, mais pas en louant une moto, on le voit, c'est pas celle-ci. C'est ça, c'est ce scooter, ce Vespa GTS Super 300 Sport, que personnellement j'aurais appelé le GTS Super Sport 300, Super 300, oh bref. Bon, j'aurais mélangé les mots et ça aurait fait un nom un petit peu plus percutant et plus facile à retenir. À l'avant, on a une jante de 12 pouces montée sur un monobras, hein, ce qui est un peu la signature des Vespa. On voit pas toute la machinerie qui est derrière, mais ce qu'on remarque à travers le motif à 5 branches, c'est ce disque de 220 mm de diamètre et l'étrier Nissin 2 pistons. On a là-dessus un Michelin City Grip qui fait 120 de large, et à l'arrière, chose étonnante, on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire un pneu qui fait 12 par 130 et un disque de 220 mm aussi, sauf que cette fois on a un étrier simple piston. Pour animer le tout, un monocylindre à 4 temps, 4 soupapes, donc 2 soupapes d'échappement, 2 soupapes d'admission, ce qui est un sympa comme solution technique. Il fait donc 300 cm3, un petit peu moins, et il développe 23,8 chevaux à 8550 tours, et le couple lui arrive à 6550 tours. Une donnée qui sert pas à grand chose étant donné qu'on n'a pas 30 tours sur le tableau de bord, et en plus c'est quelque chose qu'on perçoit pas quand on conduit. On se dit pas oh le couple arrive, attention, accroche-toi au guidon. Absolument pas. C'est une donnée technique comme une autre, mais au moins je l'ai donné. Ce moteur-là, il déplacera l'ensemble qui pèse entre 165 et 170 kg tout plein fait. Il faut savoir qu'un Vespa, c'est très peu de plastique et beaucoup de tôle, hein. C'est un assemblage de tôle avec renfort. Et en fait, ça, c'est de la tôle. Ça, c'est du plastique, mais tout de suite derrière, c'est de la tôle aussi. C'est comme ça, hein. Même les Vespa 50 sont très lourds, hein, parce que c'est finalement pas une recherche de légèreté en conception, en fabrication. C'est pas... voilà. Ça, c'est du plastique. Bref, ici, ils ont fait vraiment un effort de présentation, puisqu'il n'est pas tout blanc, tout blanc. Il a, voilà, une petite baguette noire vernie parfaite, avec un aspect un petit peu carbone ici, même si c'est pas du vrai motif carbone, donc ça trompe personne. Mais par contre, ça allège l'ensemble et ça évite d'avoir une face avant trop présente. On a 8,5 litres de réservoir, ce qui est pas mal, hein, sur un scooter de ce gabarit finalement. C'est pas tout le temps, hein. Des fois on est plus aux environs des 5 litres, donc c'est très bien. On va regarder sous la selle, parce que sous la selle, il n'y a pas énormément de place, et il n'y a surtout pas de place pour un casque intégral. J'ai essayé, et la selle en gros se fermait comme ça, quoi, donc pas top. Il y aura peut-être de quoi caser 2 jets, mais au moins un. Donc pour ça, on va dire que le minimum est assuré. On remplit l'essence ici, et puis on est prêt à partir. Est-ce que j'ai pas montré? Ici, merci, bam. On a une boîte à gants avec une porte en plastique, hein, qui a l'air assez solide. Et dans cette boîte à gants, on a une prise USB pour recharger son téléphone qu'on pourra laisser ici tranquillement. C'est pas mal, hein. En plus du petit crochet habituel, voilà, pour accrocher son sac de course ou je sais pas, sa raquette de tennis, peu importe. Non, faites pas ça, c'est hyper dangereux. La raquette de tennis, hein, le sac de course, ça va. Je me prépare et on est parti. Go, 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 avec sa petite selle à surpiqûre là. Il est sympa, hein, donc c'est un démarrage sans clé. Petit coup de démarreur et c'est parti. Et alors je m'attendais avec mon petit a priori sur les Vespa qui pèsent 2 tonnes, hein, parce que c'est pas vraiment un cadre classique, c'est un assemblage de tôle en acier. Donc tout ça est en acier sauf le tête de fourche, garde-boue. Mais globalement c'est quand même une machine assez massive, hein. Je l'ai dit, elle pèse un petit peu moins de 170 kg. Et donc je m'attendais à quelque chose d'un peu balourd. Et en fait c'est une sacrée fusée, quoi. Il y a 24 chevaux et ils les ont placés tous en bas. C'est dingue. Et sans avoir le souffle coupé par l'accélération, c'est quand même archi honnête pour un scooter de ville qui devra bondir de feu vert en feu rouge. C'est hyper... c'est bluffant. Vraiment bluffant. Et la deuxième chose hyper étonnante quand on le prend en main, c'est le freinage à l'avant qui est d'un mordant, mais c'est dingue. Il y a très peu de courses mortes sur la poignée et le freinage est tout de suite efficace. Et c'est fou, sur une machine comme ça on sent pas du tout le poids ni se transférer ni affaiblir le freinage. C'est dingue. Comme quoi il faut pas avoir d'a priori, ou pas trop, et essayer
les machines par soi-même, parce qu'on peut avoir des très bonnes surprises comme avec ce scoot. Et pareil, en partant de la concession, hein, c'est un scooter que j'ai loué à Vannes, donc j'ai déjà fait de la voie express, etc. avec. J'ai fait une petite 50aine de kilomètres. Je m'attendais à un scooter pas très vif, que j'aurais peur de balancer dans les courbes. Et en fait, pas du tout. On n'est pas au niveau de l'agilité, de la nervosité du PCX, mais il se défend très très bien. Il n'y a que sur voie express où la stabilité n'est pas super bonne. Il faut être très très léger sur le guidon, parce que le moindre mouvement d'un côté ou de l'autre fait tout de suite vaciller la machine. Et c'est vrai que c'est un petit peu flippant. Après, il faut juste se tenir à carreau, hein, si elle est là. Mais sinon ça va. En vitesse de pointe, j'ai été étonné aussi, hein. Je me disais, bon, 24 chevaux, on aura de quoi approcher les 110, dépasser peut-être un petit peu les 110. Et en fait, non, le compteur est gradué jusqu'à 140 et j'ai bloqué l'aiguille sans problème. Avec la bonne surprise aussi qu'en fond de compteur, donc à la vitesse maximale, on n'a pas le rupteur qui entre en jeu, qui fait pa avec un scooter qui a des hoquets comme ça, parce que il a atteint ses capacités maximales. Il doit y avoir une bride qui entre en jeu donc à 140, mais qui correspond pas au maximum des capacités du moteur. Donc on a un scooter qu'on peut garder sur autoroute, poigné dans l'angle, sans avoir d'inconvénient à ça. Ça va, hein, je fais n'importe quoi. J'ai le droit de doubler, hein. La visibilité était bonne. Je m'amuserais pas à doubler ici par exemple, on voit absolument pas ce qui se passe en dessous, mais là ça le faisait bien. Et alors j'ai pas choisi cette machine par dépit, hein, parce qu'il y avait d'autres motos à louer. Il y avait notamment la Ninja 650 en full, que j'ai jamais fait en full, mais j'étais très content de trouver ce scoot, parce que ça permet d'être un petit peu plus libéré de la conduite, étant donné qu'on n'a pas d'embrayage à gérer. On se contente de tourner à poignée comme un gogol et on y va. Je dis pas que tous les conducteurs de scooters sont des gogols, hein. Mon rêve, ce serait d'avoir un PCX ici. Je sais que c'est possible, j'ai moyen d'en avoir un, mais j'ai jamais sauté le pas. Trop peur de me foutre en l'air, hein. Allez, wouh! Non, vraiment, j'étais agréablement surpris. Une machine dont on sent pas le poids, ni sur l'angle, ni au freinage, comme je l'ai dit. Et ça fait une petite machine super agréable. J'ai pas parlé du prix. Il est proposé à partir de 7300 €. Je sais absolument pas ce qui est en option ici et ce qui est de série. On fait attention à pas rouler sur le sable, c'est le piège. Mais en tout cas, si la bulle courte est une option, bah c'est pas une bonne option, parce que ça fait des remous en haut du torse, dans la gorge, pas trop dans le casque, mais c'est pas très agréable. Soit on met pas de bulle, soit on en met une grande pour tous les jours, pour lutter contre les intempéries notamment. Mais celle-ci, la demi-bulle, j'avoue que j'ai pas trop compris le principe. Punaise, mais je m'étonne moi-même, les City Grip, ils grippent même quand on n'est pas dans la City. C'est fou. Bah, je vais terminer l'essai beaucoup plus vite que prévu, hein. Un point que j'ai pas abordé, et je m'étonne d'ailleurs parce que c'est quelque chose que je fais en général en début de vidéo, c'est le compteur. C'est un mix entre analogique et numérique. Donc on a ce compteur à aiguille qui occupe la demi-lune supérieure du tableau de bord. C'est bien dit ça. Et en dessous on a un écran, mais alors plus sombre, tu meurs. On dirait presque qu'il est éteint. Et j'ai pas trouvé de réglage de luminosité, je crois pas que ça existe. Et donc cet écran, on met énormément de temps à percevoir les informations, même quand on sait où les chercher. Donc on a la jauge à essence à gauche, la température moteur à droite, on a un trip A, trip B, un totaliseur et une horloge au centre, et une console instantanée tout à gauche, mais une console instantanée qui est en kilomètres par litre, donc pas génial. Et donc même quand on sait ce qu'on veut lire sur cet écran, par exemple moi je veux trouver l'essence, donc je sais que je regarde à gauche, ça prend énormément de temps avant de percevoir l'info.
Donc ça, très très mauvais. Sur le Aprilia SR125 GT, c'était un petit peu pareil, mais en un peu plus clair, avec un dégradé de gris. C'était un peu plus joli, plus lisible. Mais là, c'est compliqué. C'est comme si j'avais sans cesse le soleil dans le dos, alors qu'ici, il a choisi ce jour pour se cacher. Mais vraiment pénible. On peut faire défiler les infos avec le petit joystick que j'ai sous le pouce gauche. Donc il y a en haut et en bas. Non, pas en haut et en bas, à gauche et à droite. Donc ça fait varier. Tripa, j'ai même du mal à lire là. Attendez. Tripa. Ok, on dirait un gogol. Tripa Trip B total. Ok, ça fait varier simplement. Ok, conso moyenne. Putain, c'est un enfer. Hein. Ok, ça c'est l'autonomie restante, 176 bornes. Et ça c'est conso moyenne. D'après mes calculs, et ce que j'ai vu sur Voie Express et en ville, on peut parcourir avec les 8 litres et demi d'essence entre 250 et 300 km si on a le poignet léger. Ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Et en parlant de poignée et d'accélérateur, la réponse à la poignée est très bonne. Je pense que c'est un accélérateur à câble, parce qu'ils font souvent ça chez Piaggio. Ça vieillit d'ailleurs pas toujours très bien, mais la réponse est bonne. La résistance est assez faible, mais parfaitement dosée, et ça permet d'avoir une réponse très très correcte à la poignée. Et on est reparti. 50, 60, 70, 80. On sent pas le couple arriver, mais si on regarde l'aiguille, on voit que la montée en vitesse est pas proportionnelle. Sans être exponentielle non plus, on n'est pas sur une machine de course. Très très agréable. Allez, on se concentre un peu. C'est la bonne machine pour la ville, parce qu'elle est vive et elle freine très très bien, donc ça permet de s'arrêter tard et d'optimiser vraiment bien ses démarrages et ses freinages pour perdre le moins de temps possible, parce que si on prend un scooter, c'est quand même pour gagner du temps. Et ici pour les vacances, eh ben, c'est pas mal aussi. On n'aura pas vraiment le temps de regarder le paysage tellement on va vite, mais c'est vraiment très agréable à conduire. C'est vif comme j'aime en fait. Oh le mec, le francilien en vacances quoi, incapable d'aller lentement. Ouh. L'amortissement ça va. Et le deuxième petit point pas ouf après cet affichage à cristaux liquides pas lisible, c'est la selle qui, malgré son accueil vraiment très bien, eh ben, elle se révèle ferme après 1 heure de conduite. On commence à vouloir changer de place, on essaie de se soulager le dos en s'asseyant à moitié sur la remontée de la selle, mais il y a un moment oui, où elle devient un peu désagréable. C'est peut-être dû au fait aussi de la position de conduite où on est assez droit, donc on pèse directement verticalement sur son fessier et du coup on exerce plus de pression sur la selle, ce qui peut entraîner une fatigue comme ça. Là où on a tendance à être un petit peu plus porté sur les cuisses sur une moto. Bref, je m'amuse bien. On va essayer de ne pas écraser le lièvre. Hop. Allez. Bon freinage des 2 freins. On est bon. Ouais. J'adore cette route. La route de la Côte Sauvage, là, c'est un plaisir. Quand on n'est pas coincé, évidemment, derrière un camping-car. C'est vrai que c'est cool. Ici, c'est dément. Je compare souvent cet enchaînement de virages au corkscrew de Laguna Seca, mais c'est tout à fait ça. C'est un mini corkscrew. Allez. Ouh. Je laisse exprès ces moments-là, même si j'ai terminé mon analyse de ce GTS Super 300 Sport. Je laisse parce que c'est quand même sympa à voir cette route qui parcourt la lande.
On va pouvoir en rester là, hein. C'est top. Non, vraiment une très bonne surprise. J'étais pas très confiant, hein, notamment sur le poids et comment ça allait se ressentir. Mais en fait, c'est parfait, hein, pour un scooter tout en tôle. C'est très très bien. Tout est joli. Il y a un détail un peu cheapos dont j'ai pas parlé. C'est ce plastique chromé ici, là, autour des commodos. Et on a le même de l'autre côté qui est vraiment pas joli. Ça, c'est cheap. Ils auraient pu mettre un gris mat ou un gris, ouais, même un gris comme ça, là, au-dessus de la boîte à gants. Ça aurait été parfait. Vraiment parfait.